Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous abordons aujourd'hui le dernier cours d'arthrologie du membre inférieur et nous allons étudier l'anatomie de la cheville et des articulations du pied. Alors, il est possible d'étudier de manière analytique toutes les articulations, depuis l'articulation talocrurale jusqu'aux articulations interphalangiennes des orteils, ou au contraire d'aborder cette thématique de manière plus synthétique et fonctionnelle en étudiant les bases anatomiques du déroulé de la phase portante du pas au cours de la marche, c'est-à-dire d'étudier les différents mouvements possibles dans les différentes articulations de la cheville et du pied qui permettent le déroulé normal de la marche. Alors en effet, lorsque l'on va au cours de la marche poser le pied par terre, c'est-à-dire être dans la phase portante, eh bien cette phase portante va du déroulé du pas se déroule selon trois étapes. La première étape correspond à la phase d'attaque, celle au cours de laquelle vous allez poser le talon au sol, le pied étant légèrement relevé et la cheville étant en flexion. Lors de cette phase d'attaque et à partir du modèle que vous connaissez ici de l'empreinte podologique du pied, eh bien l'appui au sol va se faire au niveau de la partie postéro-latérale du talon. C'est la phase d'attaque avec un appui postéro-latéral. La deuxième phase va être une phase d'appui plantaire au cours de laquelle le pied est harmonieusement posé au sol et dans ces cas-là, on observe que la cheville se replace en position anatomique et l'appui se fait sur toute la région plantaire, prenant la forme telle que nous l'avions étudié dans le cours d'ostéologie du pied, avec, lors de cette phase d'appui plantaire, un début d'apparition de l'appui au niveau des orteils. Enfin, la dernière phase va être la phase dite de propulsion, au cours de laquelle nous allons relever le talon pour aborder le pas suivant. Lors de cette phase propulsive, eh bien, l'appui va se faire essentiellement au niveau de l'avant-pied, au niveau des têtes des métatarsiens, avec un appui qui va concerner essentiellement le premier rayon, l'hallux, et de façon dégressive de dedans vers le dehors sur les orteils latéraux. Lors de ce déroulé de la phase portante de la marche, on observe deux types de mouvements. Un premier type de mouvement va être un mouvement de flexion-extension du pied. Ce mouvement de flexion-extension du pied va se faire au niveau de l'articulation de la cheville proprement dite, à savoir l'articulation talocrurale ou articulation tibio-fibulo-talienne, articulation qui est une articulation de type trochléenne ou gymglyme, fonctionnant avec un seul degré de liberté en flexion-extension. Le deuxième type de mouvement va être un mouvement de torsion. On parle d'ailleurs dans ce mécanisme de couple de torsion. Ce mécanisme de torsion va faire que d'un point d'appui postéro-latéral lors de la phase d'attaque talonnière, on se retrouvera avec un point d'appui antéro-médial lors de la phase propulsive. Il va donc y avoir un mouvement de torsion du pied, c'est-à-dire un mouvement en quelque sorte de rotation de l'avant-pied par rapport à l'arrière-pied.
Ces mouvements vont se réaliser dans des articulations qui se trouvent distalement par rapport à l'articulation tibio-fibulo-talienne ou articulation talocrurale. Ce sont les articulations subtaliennes, transverses du tarse et tarso-métatarsiennes. Nous allons successivement aborder ces différentes articulations et qui vont représenter le plan du cours d'aujourd'hui. La première articulation que nous allons aborder est l'articulation talocrurale ou articulation tibio-fibulo-talienne. Cette articulation est l'articulation de la cheville proprement dite, c'est-à-dire c'est l'articulation qui va mettre en relation la jambe avec le pied. Cette articulation talocrurale est une articulation synoviale, c'est-à-dire que les pièces osseuses en présence sont séparées par une cavité synoviale dans laquelle baigne le liquide synovial, et de type trochléenne ou ginglime, c'est-à-dire articulation où les surfaces articulaires s'inscrivent dans des segments de poulie pleine, poulie creuse. Et par définition, ces articulations fonctionnent avec un degré de liberté, elles fonctionnent selon un axe fonctionnel, et effectivement, cette articulation tibio-fibulo-talienne ou talocrurale, les deux termes sont synonymes, fonctionne exclusivement en flexion et extension du pied. Comme pour toutes les articulations de type synovial, le plan est celui le plan classique, surface articulaire en présence, moyen d'union, moyen de glissement et quelques mots de biomécanique. Les surfaces articulaires en présence sont, pour l'articulation talocrurale, représentées par les extrémités distales des deux os de la jambe, le tibia et la fibula, qui répondent à la trochlée du talus, qui est l'os supérieur, l'os crânial du tarse postérieur. Sur une vue antérieure, orientée crânialement et médialement, nous allons représenter dans un premier temps les extrémités distales des deux os de la jambe, tibia et fibula, qui, vous le savez, vont s'articuler entre eux, venant former une pince. La pince tibio-fibulaire qui va prendre dans son écartement la trochlée du talus. L'extrémité distale du tibia, que l'on représente ici, forme le pilon tibial, venant présenter latéralement une facette articulaire fibulaire dans laquelle va venir se placer l'extrémité distale de la fibula qui va former la malléole fibulaire. Elle va ensuite présenter une lèvre antérieure qui est moins marquée que sa lèvre postérieure, formant la troisième malléole selon Desto, comme nous l'avions dit, et médialement, l'extrémité distale du tibia se développe pour former la malléole médiale ou malléole tibiale. À la face inférieure du pilon tibial se développe une surface articulaire recouverte par du cartilage hyalin, surface articulaire qui s'inscrit dans la forme d'une poulie pleine présentant deux versants, latéral et médial, séparés par une crête émoussée antéro-postérieure, se prolongeant latéralement avec la surface articulaire malléolaire médiale présentée par la face latérale de la malléole médiale ou malléole du tibia. Latéralement va venir se placer l'extrémité distale de la fibula. Cette extrémité distale de la fibula se développe pour former la malléole fibulaire, malléole latérale, qui apparaît d'aspect globuleux
est palpable sous la peau, la malléole fibulaire descend plus bas que la malléole tibiale. Elle présente une face antérolatérale et une face antéromédiale qui sont donc palpables sous la peau, et elle va vers le dedans présenter une face médiale venant présenter une facette articulaire triangulaire à base supérieure et sommet inférieur, formant la surface malléolaire latérale de la pince tibio-fibulaire. Les extrémités distales du tibia et de la fibula sont réunies par une articulation qui est une articulation de type fibreuse. On parle de syndesmose tibio-fibulaire, syndesmose tibio-fibulaire. C'est-à-dire que les extrémités distales du tibia et de la fibula sont réunies par des ligaments, un ligament interosseux que vient renforcer les ligaments tibio-fibulaires distaux antérieurs, représentés ici, et postérieurs, que l'on verrait sur une vue postérieure de cette pince tibio-fibulaire. Cette pince tibio-fibulaire présente une certaine élasticité qui permet d'adapter de façon très limitée, bien évidemment, la distance entre les deux malléoles, latérale et médiale. Il existe donc une petite souplesse de type élastique qui accompagnera les mouvements de la cheville. Mais, on va le redire dans un instant, l'articulation talocrurale se caractérise par une nécessité impérative de centrage, de correspondance des surfaces articulaires en présence, et par conséquent, pour que cette articulation fonctionne de façon normale, physiologique, eh bien, la régulation de l'écartement des deux morts de la pince tibio-fibulaire doit être parfaitement maîtrisée. Donc, pris de façon globale, la surface articulaire présentée par l'extrémité distale du tibia et de la fibula va présenter la surface malléolaire latérale, triangulaire à sommet supérieur et à sommet inférieur et à base supérieure. La facette articulaire en poulie pleine présentée par l'extrémité distale du tibia. Cette surface articulaire, donc, dans le plan frontal, présente deux versants séparés par une crête médiane, et si on la prend latéralement, en vue latérale, en vue de côté, eh bien, cette surface articulaire apparaît, on peut le représenter ici sur une vue médiale de l'extrémité distale du tibia. Eh bien, cette surface articulaire du pilon tibial apparaît concave dans le plan antéro-postérieur, descendant plus bas en arrière qu'en avant, la partie postérieure étant fortement développée, formant la troisième malléole, entre guillemets, décrite par Destau, le père de la radiologie française. De façon globale, la surface articulaire portée par l'extrémité distale du tibia et de la fibula s'oriente vers le bas et vers l'avant. C'est la raison pour laquelle on peut la représenter apparaissant ici en perspective. On rappellera enfin que les deux os de la jambe sont réunis par le ligament interosseux de la jambe ou membrane interosseuse que l'on replace ici. Dans la pince tibio-fibulaire va venir se placer le dôme talien, donc surface articulaire portée par la face supérieure du talus. Cette surface articulaire s'inscrit dans la forme d'une poulie creuse, on parle de la trochlée du talus. Cette poulie étant formée, on peut le représenter comme ceci, de deux versants qui sont séparés par une gorge émoussée. Le versant latéral va répondre à la
berge latérale de la surface portée par le pilon tibial, le versant médial répondant à la berge médiale de cette surface articulaire présentée par le pilon tibial. Pris dans le sens antéro-postérieur, la trochlée du talus ou dôme talien apparaît globalement convexe vers le haut, répondant à la concavité du pilon tibial. Ces surfaces articulaires se prolongent latéralement par une surface articulaire qui apparaît triangulaire à sommet supérieur et à base inférieure. C'est la surface articulaire malléolaire latérale du talus qui répond à la surface articulaire triangulaire portée par la malléole latérale. Et médialement, eh bien, se place une surface articulaire qui s'inscrit dans la forme d'une virgule à grosse extrémité antérieure. C'est la surface articulaire malléolaire médiale du talus répondant à la facette articulaire triangulaire présentée par la face latérale de la malléole médiale ou malléole tibiale. En dessous de cette surface articulaire apparaissent les éléments présentés par le corps du talus, avec en particulier en arrière les deux tubercules latéral et médial, venant circonscrire la gouttière dans laquelle coulisse le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux, et en avant va venir se placer le col du talus, partie rétrécie de cet os, qui nous amène en avant au niveau de la tête du talus, qui s'inscrit dans un segment de sphère aplati, venant présenter vers l'avant une surface articulaire naviculaire et venant vers le bas présenter une facette articulaire calcanéenne antérieure pour la surface articulaire talaire antérieure du calcanéus. Encore une fois, le centrage le parfait centrage des surfaces articulaires en présence est absolument indispensable au bon fonctionnement de l'articulation, c'est-à-dire que la crête sagittale de la surface articulaire inférieure du tibia doit répondre parfaitement, doit être parfaitement centrée avec la gorge qui se trouve à la partie moyenne du dôme talien. On notera également que la trochlée du talus, qui forme le dôme du talus, est plus large en avant qu'en arrière. Ceci devra être pris en compte, notamment lors des immobilisations de la cheville. Surface articulaire en présence. Les moyens d'union. Eh bien, comme pour toutes les articulations synoviales, les moyens d'union de cette articulation sont représentés par une capsule articulaire, manchon fibreux qui se fixe au pourtour des surfaces articulaires en présence, manchon fibreux qui va donc délimiter la cavité articulaire et dont la face profonde sera doublée par la membrane synoviale. Cette capsule articulaire va être renforcée par des ligaments et cette articulation fonctionnant essentiellement en flexion-extension, eh bien, les ligaments vont être essentiellement développés sur le versant latéral et le versant médial de l'articulation de la cheville. Ce sont donc les ligaments collatéraux de la cheville qui vont représenter les principaux moyens de renforcement de la capsule articulaire de la cheville. Pour représenter ces ligaments collatéraux, nous allons avoir besoin de mettre en place une vue latérale et une vue médiale de l'articulation de la cheville. Nous allons juste attendre que la focalisation veuille bien se faire, et une fois que l'image sera redevenue nette, nous allons pouvoir donc tout d'abord placer une vue
latéral de l'articulation talocrurale, qui va donc nous permettre de construire, de comprendre le ligament collatéral latéral de la cheville. Pour cela, donc, nous plaçons la vue latérale du talus, dont nous voyons ici la surface articulaire malléolaire latérale de forme triangulaire à base supérieure et à sommet inférieur, et ici en vue latérale apparaît donc cette convexité vers le haut qui est qui caractérise la surface articulaire du dôme talien. Vers l'arrière apparaît le tubercule postérolatéral du talus, en dedans duquel viendra se coulisser le tendon le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux. En dessous se place la surface articulaire calcanéenne postérieure du talus, et vers l'avant, eh bien, nous allons pouvoir placer la tête du talus que prolonge le col du talus, portion rétrécie de cet os. En dessous du talus va venir se placer le calcanéus, dont nous voyons ici constituer la tubérosité, qui représente donc l'os du talon, et dont la face latérale va apparaître marquée ici par la trochlée des muscles fibulaires, avec au-dessus d'elle le sillon du tendon du muscle long fibulaire, et en dessous le tendon du muscle court fibulaire. Nous placerons pour mémoire les os du tarse antérieur, avec ici l'os cuboïde, et plus médialement, un petit peu en perspective, l'os naviculaire et les trois os cunéiformes, intermédiaire et latéral. Venant s'articuler avec la trochlée du talus, la pince tibio-fibulaire, comme nous sommes ici en vue latérale, apparaîtra donc en premier lieu la fibula, dont nous voyons ici la malléole latérale, malléole fibulaire, qui va venir partiellement recouvrir la trochlée du talus, et nous pouvons simplement ici, pour mémoire et par effet de perspective, venir placer ici les reliefs du tibia que nous verrons mieux, bien entendu, en vue médiale. Alors, sur le versant latéral de cette articulation, la capsule articulaire de l'articulation de la cheville apparaît renforcée par un ligament collatéral latéral, qui est constitué de trois faisceaux. Ligaments en trois faisceaux qui sont tendus entre la malléole latérale et le squelette, la face latérale du squelette du tarse postérieur. Ce ligament collatéral latéral va être vers l'avant constitué d'un faisceau talofibulaire antérieur, ligament talofibulaire antérieur, qui apparaît tendu entre la malléole latérale et la face latérale, ici, du talus, du corps du talus, et légèrement vers le col. Ligament talofibulaire antérieur. C'est le ligament qui est le plus fréquemment atteint dans les entorses latérales de la cheville, et c'est par conséquent en avant et en dessous de la malléole latérale, dans les entorses de la cheville, qu'apparaîtra l'œdème qui signe la lésion de ce ligament, et qui classiquement forme un œdème en œuf de pigeon qui se place en avant de la malléole latérale. Le faisceau intermédiaire du ligament collatéral latéral de la cheville est le ligament calcanéo-fibulaire, qui est tendu entre la face latérale du calcanéus et la pointe de la malléole latérale. Ligament calcanéo
fibulaire. Et enfin, le troisième faisceau, troisième faisceau du ligament collatéral latéral est le ligament talofibulaire postérieur, qui est un ligament qui se place quasiment dans un plan frontal et donc qui est en fait assez peu visible sur une vue latérale de l'articulation de la cheville. Je triche un petit peu ici pour le représenter, tendu entre la face entre le bord postérieur de la malléole latérale et le tubercule postérolatéral ici du talus. Ce ligament collatéral latéral de la cheville est donc développé au niveau du bord de la face latérale de l'articulation talocrurale et va limiter, va bloquer les mouvements de la cheville dans le plan frontal, favorisant donc les mouvements de cette articulation dans le plan vertical, c'est-à-dire dans le sens de la flexion-extension. En vue médiale, eh bien, nous allons pouvoir montrer le ligament collatéral médial de la cheville. Cette vue médiale va nous montrer la surface articulaire en forme de virgule à grosse extrémité antérieure et qui correspond à la facette articulaire malléolaire médiale du talus, qui va donc surplomber la face médiale du corps du talus, marquée en arrière par le tubercule postéromédial du talus. Puis nous allons avoir la surface articulaire calcanéenne postérieure et vers l'avant va apparaître ici, nous pouvons le représenter comme ceci, le col puis la tête du talus, sphère légèrement aplatie. Sous le talus va apparaître le calcanéus, marqué en arrière par sa tubérosité, et dont la face médiale va ici venir présenter le sustentaculum thalli qui va supporter une surface articulaire pour le col du talus. En avant de la tête du talus va se placer le naviculaire que nous représentons ici de manière schématique. Nous ne représenterons pas plus en avant le squelette du pied. Venant se placer à l'aplomb de la trochlée du talus, nous allons avoir l'extrémité distale du tibia, dont nous voyons ici la lèvre antérieure, nous voyons ici le bourrelet postérieur que forme la troisième malléole d'Esto, et latéral et médialement, donc sur le côté, va venir se développer la malléole médiale que nous allons donc voir en vue médiale, donc recouverte d'os. Cette malléole médiale apparaît habituellement bituberculée, et c'est à la face médiale de cette malléole, à la face latérale de cette malléole médiale que s'encroûtera le cartilage articulaire de la facette articulaire que cette malléole va opposer à la trochlée du talus. Le ligament collatéral médial, est constitué de deux faisceaux en deux plans. Il existe tout d'abord, et que nous allons représenter dans deux couleurs distinctes de façon à pouvoir bien les mettre en évidence. Ces deux faisceaux vont former une large nappe fibreuse qui va venir épaissir le bord médial de la capsule articulaire de l'articulation de la cheville, formant ce que l'on appelle le ligament deltoïde. Donc, ligament deltoïde est synonyme de ligament collatéral médial. Ligament deltoïde. Le faisceau superficiel va apparaître constitué d'éléments fibreux qui se détachent de la
malléoles tibiales et qui vont venir se fixer sur le naviculaire, sur un ligament qui est tendu entre le naviculaire et le sustentaculum tali. C'est le ligament calcanéo-naviculaire plantaire que je représente ici et que nous reverrons dans un instant, ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Et enfin, ce faisceau superficiel du ligament deltoïde va se fixer sur le calcanéus au niveau du sustentaculum tali. Faisceau superficiel du ligament deltoïde. Le ligament deltoïde va par ailleurs présenter un faisceau profond qui est constitué d'éléments fibreux qui vont être tendus entre la malléole tibiale et le talus, en avant et en arrière, formant des ligaments tibio-talaires antérieurs et postérieurs. Ces deux plans vont donc constituer un solide moyen de renforcement médial de la capsule articulaire de l'articulation de la cheville, limitant donc les mouvements de la cheville dans le plan frontal et favorisant les mouvements de cette articulation dans le sens vertical, c'est-à-dire dans le sens de la flexion et de l'extension. On peut, sur une coupe frontale de l'articulation de la cheville, réaliser une synthèse de ces éléments, mettant en présence, donc ici, l'extrémité distale du tibia, dont nous voyons ici la surface fibulaire, puis la surface articulaire du pilon tibial, formé de deux versants séparés par une crête antéro-postérieure et prolongés médialement par la surface articulaire malléolaire médiale qui est portée par la face latérale de la malléole médiale que je viens vous placer ici. L'extrémité distale ici du tibia est représentée en coupe. Latéralement, va venir se placer la fibula, dont nous voyons ici la malléole fibulaire qui se développe, qui descend plus bas que la malléole tibiale, et dont la face médiale va présenter ici une surface articulaire qui est recouverte par du cartilage hyalin. Les deux os sont réunis par un ligament interosseux, renforcé en avant et en arrière par les ligaments tibiofibulaires distaux, antérieurs et postérieurs, et vont par ailleurs être reliés par la membrane interosseuse ou ligament interosseux, que je représente ici de manière schématique si on considère que cette coupe frontale passe strictement par le plan de la membrane interosseuse, cette coupe étant orientée crânialement et médialement. Dans la pince tibiofibulaire va venir se placer le talus, dont nous voyons ici les surfaces articulaires présentées par la trochlée du talus, donc deux versants séparés par une gorge antéro-postérieure, et prolongé latéralement et médialement par les surfaces articulaires malléolaires, latérales et médiales, surface malléolaire latérale et médiale, qui répondent donc respectivement aux deux malléoles. En dessous des surfaces articulaires de la trochlée du talus se placent les faces latérales et médiales du corps du talus, et nous plaçons en dessous la facette articulaire calcanéenne postérieure du talus qui, comme nous l'avions déjà évoqué, est concave. En dessous du talus, le calcanéus va présenter ici sa surface articulaire talaire postérieure et nous plaçons ici la face latérale du
calcaneus marqué par la trochlée des muscles fibulaires. Ici, la face médiale qui est intéressée avant le sustentaculum thalli. Et si la coupe est légèrement oblique en arrière, eh bien nous pouvons ici avoir la partie tout antérieure de la tubérosité du calcaneus. La capsule articulaire va donc venir ici cloisonner l'articulation tibio-fibulo-thallienne ou articulation talo-crurale. Et cette capsule articulaire va apparaître renforcée par des ligaments collatéraux. Ligament collatéral latéral dont nous voyons ici le faisceau calcanéo-fibulaire, tendu entre la pointe de la malléole latérale et la face latérale du calcaneus, et dont la partie dont la face médiale est renforcée par le ligament deltoïde qui apparaît en deux plans. Un plan profond qui est tibio-thallien, antérieur et postérieur, et dont le plan superficiel va être constitué de fibres qui sont tendues entre la malléole tibiale et le sustentaculum thalli, le naviculaire et le ligament calcanéo-naviculaire plantaire. Ligament deltoïde, ligament en deux plans. Les moyens de glissement de cette articulation sont représentés par la membrane synoviale qui tapisse la face profonde de la capsule articulaire et qui délimite la cavité synoviale, matérialisée ici par ces croix, cavité synoviale dans laquelle baigne le liquide synovial qui participe à la nutrition du cartilage articulaire par imbibition et qui participe bien sûr à la nutrition du et à la lubrification de l'articulation, le cartilage étant avasculaire. Les mouvements de l'articulation talocrurale eh bien, sont des mouvements uniquement dans le plan, dans le sens vertical, à partir de la position de position anatomique, où le pied posé au sol forme dans son grand axe un angle droit par rapport au squelette jambier, eh bien, on déterminera à partir de cette position de référence l'extension de la cheville qui est le fait de lever les orteils, de se porter donc sur le talon. L'extension de la cheville est permise par les muscles de la loge antérieure de la jambe, c'est-à-dire le muscle tibial antérieur, le muscle long extenseur des orteils, long extenseur de l'hallux. Tous ces muscles de la loge antérieure de la jambe sont innervés par le nerf fibulaire profond et l'amplitude moyenne de l'extension de la cheville à partir de la position anatomique est en moyenne de 30 degrés. La flexion de la cheville est l'action qui consiste à marcher sur la pointe des pieds. Ce mouvement est lié pour l'essentiel à un muscle qui est le muscle triceps sural qui vient se terminer sur la tubérosité du calcaneus, mais également par les autres muscles de la loge postérieure de la jambe, les muscles du plan profond de la loge postérieure de la jambe, que sont les muscles tibial postérieurs, long fléchisseur de l'hallux et long fléchisseur des orteils. Tous ces muscles sont innervés par le nerf tibial et l'amplitude moyenne de la flexion de la cheville est de l'ordre de 60 degrés, si bien que l'amplitude totale en flexion-extension de la cheville sera de l'ordre de 90 degrés.
L'articulation talocrurale ou articulation tibio-fibulo-talienne est donc une articulation qui ne permet que des mouvements de flexion-extension de la cheville. Or, pour le déroulé de la phase d'appui du pas, existe un phénomène de torsion du pied qui est permis dans les articulations qui sont au-delà de l'articulation de la cheville. Une première articulation a déjà été évoquée, elle est ici, c'est l'articulation subtalienne, qui est l'articulation synoviale de type trochoïde, c'est-à-dire mettant en présence des surfaces articulaires qui s'inscrivent dans des segments de cylindre, articulation synoviale de type trochoïde, réunissant la surface articulaire calcanéenne postérieure du talus, qui s'inscrit dans un cylindre creux, et la surface articulaire talienne postérieure calcanéus, qui s'inscrit dans un segment de cylindre plein. Les autres articulations permettant les mouvements de torsion du pied dans le cadre du déroulé de la phase d'appui du pas sont les articulations médiotarsiennes et tarso-métatarsiennes que nous allons à présent aborder en mettant en place une vue supérieure et une vue inférieure du pied. Ce sont des éléments que nous avions déjà étudiés dans le cours d'ostéologie de la région du pied. Sur une vue dorsale dont l'orientation est ventrale vers le haut du tableau et droite ou latérale vers ma droite, on représente le modèle du pied droit, eh bien, nous placerons vers l'arrière la trochlée du talus, que nous allons représenter cette fois-ci dans le sens que nous avions, dans lequel nous l'avions représenté dans le cours d'ostéologie, c'est-à-dire l'avant vers le haut du tableau et l'arrière vers le bas du tableau, ce qui permet donc de placer ici les deux versants de cette trochlée qui latéralement se prolonge par la surface articulaire malléolaire latérale en forme triangulaire et médialement la surface articulaire malléolaire médiale en forme de virgule. En arrière se placent les deux tubercules, postérolatéral et postéromédial, entre lesquels se place la gouttière pour le tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux, et vers l'avant va venir se placer le col du talus, en avant duquel se place la tête du talus qui va répondre en avant au naviculaire et en dessous au sustentaculum tali. Latéralement et en réalité en dessous du talus va se placer le calcanéus, dont vous reconnaissez ici le bord latéral marqué par la trochlée des muscles fibulaires, représenté ici en perspective de façon un peu schématique. En arrière, la tubérosité du calcanéus, sur laquelle se fixe le tendon calcanéen et qui forme l'os du talon. Nous placerons en avant le squelette du tarse antérieur avec le naviculaire, le cuboïde latéralement, les trois cunéiformes, latéral, intermédiaire et médial, et nous placerons les bases des métatarsiens, premier métatarsien, le deuxième métatarsien qui s'insère ici, qui s'articule avec le cunéiforme intermédiaire, troisième métatarsien, quatrième et cinquième métatarsien qui répondent à la face antérieure de l'os cuboïde
le 5e métatarsien se développe latéralement, rappelez-vous, en formant sa tubérosité qui va servir de surface d'insertion pour le tendon du muscle court fibulaire. En vue plantaire, une vue plantaire un peu simplifiée, cette vue plantaire sera orientée ventralement et médialement. Eh bien, nous reprendrons donc la face inférieure ici du calcaneus, dont le bord latéral est marqué par la trochlée des muscles fibulaires et dont en arrière, nous verrons la tubérosité avec ses deux tubercules latéral et médial. Vers le dedans, eh bien, la face médiale ici du calcaneus apparaît développée, formant le sustentaculum tali, marqué par la gouttière du tendon du muscle long fléchisseur de l'hallux. Au-dessus du calcaneus et du sustentaculum tali apparaît ici le talus. Représentons un peu en pointillé pour se rappeler de la localisation de cet os, le cuboïde, le naviculaire, les trois cunéiformes latéral, intermédiaire et médial, et nous placerons pour mémoire les bases des métatarsiens, premier, le deuxième métatarsien, le troisième qui s'articule avec le cunéiforme latéral, le quatrième et le cinquième métatarsien qui vont s'articuler avec la face antérieure du cuboïde, le cinquième métatarsien développant sa tubérosité latérale pour le tendon du muscle court fibulaire. Alors, ces deux vues, plantaire, donc inférieure, et dorsale, supérieure, nous permettent de définir les différentes articulations qui vont maintenant nous intéresser pour expliquer les mouvements de torsion du pied, ce qui permet de passer lors de la phase d'appui de la marche d'un point d'attaque postérolatérale à un point de propulsion antéro-médiale. La première articulation, c'est l'articulation subtalienne. L'articulation subtalienne, elle se projette à l'aplomb ici de la trochlée du talus et elle va mettre en évidence les surfaces articulaires postérieures du talus et du calcaneus. C'est une articulation de type trochoïde, c'est-à-dire dont les surfaces articulaires en présence s'inscrivent dans des segments de cylindre. Et si l'on représente une coupe antéro-postérieure, un peu oblique ici du pied, eh bien nous allons pouvoir comprendre sur cette vue orientée crânialement et ventralement les surfaces articulaires en présence et les moyens d'union de cette articulation avec donc la surface articulaire talaire postérieure du calcaneus, en arrière de laquelle va apparaître ici la tubérosité du calcaneus et en avant de laquelle se placera le sillon du calcaneus qui forme le plancher du sinus du tarse et la surface articulaire talaire moyenne du calcaneus, celle qui est portée par le sustentaculum tali que nous pouvons placer ici si on donc considère cette représentation en coupe antéro-postérieure oblique du tarse postérieur. Venant se placer sur le calcaneus, se place ici la surface articulaire calcanéenne postérieure du talus, en segment de cylindre creux.
en arrière de laquelle se placent ici les tubérosités du calcanéus, la tubérosité latérale par exemple, puis nous allons avoir en arrière et au-dessus, eh bien, la surface articulaire convexe vers le haut que forme le dôme thalien, puis va se placer le col du talus et la tête du talus qui se présente dans la forme d'une sphère qui est aplatie transversalement et dont la face antérieure va répondre au naviculaire, venant constituer ici la surface articulaire naviculaire du calcanéus. Nous plaçons ici l'os naviculaire intéressé ici en coupe sagittale, et dont la partie inférieure va répondre aux surfaces articulaires talaires moyenne et antérieure du calcanéus, ainsi qu'aux ligaments calcanéo-naviculaire plantaire, que je place ici, et dont la face profonde est encroûtée de cartilage venant compléter ici cette articulation. Alors, intéressons-nous dans un premier temps à l'articulation subthalienne ou subthalaire. C'est une articulation synoviale, trochoïde, dont les moyens d'union sont représentés par une capsule articulaire, renforcée par un système de ligaments capsulaires que vous allez trouver latéralement, médialement et en arrière. Ce sont les ligaments talo-calcanéens latéral, médial et postérieur, mais surtout dont le principal moyen d'union est représenté par le ligament talo-calcanéen interosseux, qui est tendu entre le talus et le calcanéus dans le sinus du tarse qu'il va combler. Ceci. Il s'agit d'un ligament qui présente un plan antérieur et un plan postérieur qui remplit le sinus du tarse et qui va solidement arrimer ces deux os qui se superposent. Les moyens de glissement sont représentés par de la membrane synoviale, tapissant la face profonde de la capsule articulaire, de l'articulation subthalienne, et venant baigner, sécrétant le liquide synovial qui baigne la cavité synoviale, permettant la lubrification de l'articulation et la nutrition du cartilage hyalin par imbibition. Cette articulation va participer au mouvement de torsion du pied. En avant de l'articulation subthalienne, une deuxième articulation est l'articulation médio-tarsienne. Articulation médio-tarsienne ou articulation entre le tarse postérieur et le tarse antérieur. Cette articulation médio-tarsienne s'inscrit en vue supérieure dans la forme d'un S italique allongé transversalement, ce que l'on peut représenter ici, et a été décrit au XIXe siècle par Chopard, dont je cite le nom car l'usage clinique, y compris dans les pays anglo-saxons, eh bien, cite très souvent le nom de la personne qui a décrit cette articulation médio-tarsienne. L'articulation médio-tarsienne présente deux compartiments. Un compartiment médial, ou articulation talo-calcanéo-naviculaire. Articulation talo-calcanéo
naviculaire. Ce compartiment médial, qui fait intervenir les surfaces articulaires calcanéennes, moyennes et antérieures du talus, surface articulaire talaire, moyenne et antérieure du calcanéus et le naviculaire, est une articulation qui, globalement, forme une articulation de type sphéroïde, c'est-à-dire des surfaces articulaires qui s'inscrivent dans des segments de sphères, pleines et creuses. Le compartiment latéral de l'articulation médio-tarsienne est l'articulation calcanéo-cuboïdienne, articulation calcanéo-cuboïdienne, articulation calcanéo-cuboïdienne, qui est une articulation de type sellaire, c'est-à-dire une articulation par emboîtement réciproque, tel le cavalier sur sa selle. Les deux compartiments présentent chacun une capsule articulaire déterminant une cavité articulaire propre que viennent renforcer des ligaments que l'on peut citer de manière commune. Ces ligaments sont présents à la face dorsale de l'articulation médio-tarsienne et à la face plantaire. Dorsalement, cette articulation médio-tarsienne sera renforcée, la capsule articulaire de l'articulation médio-tarsienne sera renforcée par le ligament talonaviculaire, puis sera renforcée par le ligament bifurqué qui est décrit par Chopard, et c'est la raison pour laquelle les anglo-saxons et dans la nomenclature française traditionnelle, eh bien, on parle parfois du ligament de Chopard. Ce ligament bifurqué est un ligament qui est tendu du calcanéus au naviculaire et au cuboïde par deux faisceaux, un faisceau calcanéo-naviculaire et un faisceau calcanéo-cuboïdien. Enfin, toujours à la face dorsale de l'articulation, le ligament calcanéo-cuboïdien latéral, ligament calcanéo-cuboïdien, viendra finir de renforcer dorsalement l'articulation médio-tarsienne. À la face plantaire de l'articulation, deux ligaments puissants sont présents. Il s'agit d'abord ici latéralement du ligament calcanéo-cuboïdien plantaire, ligament calcanéo-cuboïdien plantaire. On avait cité déjà ce ligament car son insertion à la face inférieure du calcanéus laisse est marquée par une crête rugueuse. Et médialement, eh bien, le ligament calcanéo-naviculaire plantaire, est tendu entre le sustentaculum tali et la face plantaire du naviculaire. Ce ligament calcanéo-naviculaire plantaire va participer au renforcement plantaire de l'articulation médio-tarsienne, va à sa face supérieure être encroûté, je le représente ici, je vais respecter le même code couleur, va à sa face supérieure être encroûté par du cartilage hyalin et donc va former une surface articulaire pour l'articulation médio-tarsienne, pour son compartiment médial. Et on l'avait vu également que sur ce ligament calcanéo-naviculaire plantaire va venir se fixer la partie antérieure du faisceau superficiel du ligament deltoïde. Articulation médio-tarsienne. Enfin, une dernière
articulation va être l'articulation tarso-métatarsienne, articulation tarso-métatarsienne. Cette articulation tarso-métatarsienne mettant en rapport le tarse antérieur avec les bases des métatarsiens. Alors, cette articulation tarso-métatarsienne va mettre en relation le cunéiforme médial avec le premier et le deuxième métatarsien, le cunéiforme intermédiaire avec uniquement le deuxième métatarsien, puisque ce cunéiforme intermédiaire étant encastré entre les cunéiformes latéral et médial, eh bien la base du deuxième métatarsien va apparaître encastrée entre ces deux os, va mettre en rapport le cunéiforme latéral avec les bases des deuxième, troisième et quatrième métatarsiens, et enfin mettra en rapport le cuboïde avec les métatarsiens 4 et 5. Voici cette articulation tarso-métatarsienne, décrite elle aussi au XIXe siècle par le chirurgien Lisfranc, le même d'ailleurs qui avait donné son nom au tubercule du muscle scalène antérieur sur la face supérieure de la première côte. L'articulation tarso-métatarsienne va réunir non seulement le tarse antérieur avec les bases des métatarsiens, mais va également relier, comme on l'a vu ici, entre elles les bases des métatarsiens, formant une cavité articulaire unique que vont renforcer des ligaments capsulaires développés à l'étage ou à la face dorsale du pied, à la face plantaire du pied. On aura donc des ligaments tarso-métatarsiens et intermétatarsiens, dorsaux, plantaires, mais également interosseux. Les articulations subtaliennes, médiotarsiennes ou transverses du tarse et tarso-métatarsiennes vont constituer une chaîne articulaire permettant plusieurs types de mouvements. Tout d'abord, et si l'on immobilise convenablement l'arrière-pied, eh bien, nous pourrons avoir des mouvements vers le dedans et vers le dehors. Il s'agira de mouvements d'abduction de l'avant-pied lorsque l'on va porter l'avant-pied vers le dehors, c'est-à-dire écarter l'avant-pied de l'axe du corps qui se situe vers ici, et des mouvements d'adduction lorsque l'on va pouvoir entraîner un mouvement de l'avant-pied vers le dedans, vers l'axe du corps. Attention à ne pas confondre ces mouvements d'abduction et adduction de l'avant-pied avec les mouvements d'abduction et adduction des orteils qui se définissent par rapport à l'axe fonctionnel du pied, mais c'est un élément sur lequel je n'insisterai pas aujourd'hui car il n'est pas si important d'un point de vue fonctionnel. D'autre part, on peut également réaliser des mouvements de rotation de l'avant-pied, rotations qui sont comparables aux mouvements de pronation et de supination que nous avons décrits au niveau de la main. Ainsi, si l'on porte les métatarsiens et donc la région de la plante du pied vers le haut, on va réaliser un mouvement de supination. Si, au contraire, on réalise un mouvement qui va porter la plante du pied vers le dehors, on va ainsi réaliser un mouvement de pronation.
mouvement de pronation et de supination du pied, se considère arrière-pied fixé et détermine un mouvement de torsion. Mouvement de torsion qui vont porter la plante du pied vers le haut, mouvement de supination, analogue à la supination de l'avant-bras, et le sens contraire, la pronation. Et c'est alors, en termes d'amplitude, l'amplitude complète d'abduction-adduction, prise dans son ensemble, forme environ 50 degrés, et de la même manière, les mouvements de pronation et de supination ont une amplitude moyenne de 20 à 25 degrés chacun. Mais c'est surtout la résultante des mouvements de cette chaîne articulaire qui permet les mouvements de torsion du pied et qui permet, lors du déroulé de la phase d'appui de la marche, de passer d'un point d'appui postéro-latéral lors de l'attaque talonnière à un point d'appui antéromédial lors de la phase de propulsion sur les têtes des métatarsiens, mais prédominant au niveau du métatarsien, du premier métatarsien et de l'hallux. Voilà donc ce que je voulais traiter, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui concernant les articulations de la cheville et du pied. Les autres articulations, plutôt métatarso-phalangiennes et interphalangiennes, d'un point de vue fonctionnel, ont moins d'intérêt et seront l'objet de cours d'anatomie spécialisés dans les années ultérieures. Nous en avons ainsi terminé avec les cours d'arthrologie du membre inférieur et démarrerons dès la prochaine séance l'étude des muscles du membre inférieur, avec en particulier la région fessière ou région glutéale qui sera notre première région d'intérêt. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une